Alors, si on veut se détacher des événements les plus immédiatement présents, la pandémie qui se développe et toute la crise sociale qui s'ensuit, on peut dire que cette période est caractérisée, et la pandémie, ses suites en son illustration, est caractérisée par une sorte d'achèvement du devenir du capitalisme qui est devenu et en train de parachever son devenir en tant que réalité globale et en tant que réalité totale. La réalité globale, c'est-à-dire une réalité qui englobe aujourd'hui la Terre entière, la planète entière, soumet cette planète à des exigences de reproduction très spécifiques, d'ailleurs relativement destructeurs, et soumet tout aussi bien toute l'humanité qui peuple cette planète, et tout le vivant d'ailleurs, qui peuple cette planète. En même temps qu'une réalité totale, c'est-à-dire une réalité qui totalise l'ensemble des secteurs, dimensions de l'existence sociale, jusqu'au tréfonds des existences individuelles. Et la pandémie et ses conséquences sociales en sont l'illustration, puisque plusieurs épidémiologistes ont signalé que ces pandémies, comme d'ailleurs d'autres qui l'ont précédée, à commencer par celle du sida, du VIH-Sida, le SARS en 2002-2003, différentes formes de grippe aviaire et porcine, procèdent de l'emprise destructrice d'un certain nombre de pratiques liées directement à l'économie capitaliste, telles que l'élevage extensif, telles que l'extension des abattages de forêts tropicales, telles que les extractions minières dans ces mêmes milieux, telles que la concentration et la diffusion du phénomène urbain sur ces milieux qui rendent de plus en plus fréquent le contact entre l'espèce humaine et des espèces vivantes sur lesquelles ces virus divers existent, permet donc la communication interspécifique, les mutations que ces communications et la chose est référencée depuis longtemps et l'alerte a été tirée par des différents chercheurs. Leurs recherches ont été d'ailleurs activées à un moment lorsque ça prenait un tour inquiétant, et ensuite on les a abandonnés, on a coupé leur financement, les recherches ont été abandonnées, on en paye aujourd'hui le tribut. Et en même temps, face à cette pression, ces dégradations, ces destructions et leurs conséquences en termes d'épidémiologie, les gouvernements n'ont rien fait, bien évidemment, et se trouvent aujourd'hui contraints de confiner les populations aux grands dents de celles-ci, habituellement déjà confinées pour certaines dans des espaces trop exigus, des appartements surpeuplés, pour ne même pas évoquer la situation des gens encore dans des conditions pires, telles que les détenus en prison ou les retenus dans les centres de rétention, et pour ne pas évoquer ceux qui n'ont même pas de toit dans lequel ils puissent être confinés. Donc on voit que de multiples façons, ce que cette situation nous signifie, c'est à quel point le capitalisme est devenu mortifère, à quel point il porte en lui, je dirais, la mort biologique, la mort sociale, la mort individuelle, et cela est directement lié à son caractère globalitaire et totalitaire. Du programme du CNR, alors on ne va pas revenir sur les détails de ce programme, on va plutôt en prendre l'orientation générale et l'esprit. Je pense que ce qui me paraît parfaitement actuel, totalement actuel, et d'une actualité en fait permanente dans ce programme, c'est l'idée, mais plus que l'idée, la volonté et le projet de soustraire certaines activités, certaines pratiques, certaines institutions, certains champs certains domaines de la vie sociale de l'emprise de l'activité capitaliste, c'est-à-dire de l'emprise de l'entreprise capitaliste, d'une activité marchande orientée vers la maximisation de la valorisation du capital. Tout simplement parce que, contrairement à ce que va répéter la pensée libérale depuis ses débuts, c'est-à-dire depuis Adam Smith,
sa fameuse métaphore de la main invisible, ben, l'activité capitaliste, telle qu'elle se déploie à travers le marché, telle qu'elle est censée être régulée par le marché, est tout simplement incapable d'assurer l'intérêt général. C'est-à-dire, elle est incapable de satisfaire les besoins collectifs et individuels les plus essentiels à une existence humaine. Pour satisfaire ces besoins, il faut une action collective, collectivement programmée, c'est-à-dire évidemment pensée après discussion et d'élaboration collective, collectivement exécutée, c'est-à-dire exécutée par des institutions qui sont édifiées dans le but et qui se donnent dans leur fonctionnement la finalité de la satisfaction de l'intérêt général, et évidemment le tout dans le cadre d'une démocratie qui ne se réduirait pas simplement au choix électif des dirigeants, mais qui serait étendue à l'ensemble des champs de l'existence sociale. Et cela est tout particulièrement vrai pour toute une série de besoins sociaux parmi les plus fondamentaux, je me permets de lister, et là on va retrouver des choses qu'on trouverait directement dans le détail du programme de résistance, enfin du CNR. C'est d'abord un logement social de qualité. C'est quand même assez aberrant de savoir que la grande majorité des populations aujourd'hui sont, alors pour certaines, littéralement dépourvues de logement et pour d'autres placés dans des conditions qui sont tout à fait des logements indignes ou des logements insatisfaisants de nombreuses façons. Satisfaire aussi tous les besoins en matière de transport collectif, et pas seulement à la ville, mais aussi à la campagne. Évidemment, tout ce qui relève de la santé, en donnant la priorité à la médecine préventive et articuler à la médecine préventive à la nécessaire formation médicale de l'ensemble de la population. C'est quand même aussi aberrant de savoir qu'on ne forme pas aujourd'hui les enfants, les adolescents, les jeunes je dirais, à des éléments, même fussent-ils basiques de la prévention médicale. C'est valable également pour tout ce qui est d'éducation et la formation, et en particulier en mettant l'accent sur la formation scolaire de base et également à la formation continue, mais une formation continue qui serait destinée explicitement à corriger les inégalités de la formation de base, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où on sait que la formation continue, malheureusement, accentue encore ces inégalités. C'est vrai également de tout ce qui relève des moyens de communication et d'information qui devraient être rendus totalement indépendants, et là on rejoint à nouveau le programme du CNR, totalement indépendant des grands groupes capitalistes, ce qui supposerait l'expropriation des grands groupes multimédia et des GAFA. Et c'est vrai également aussi, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, on en paye aujourd'hui les pots cassés, en ce qui concerne la recherche scientifique qui doit être rendue complètement indépendante des orientations et de l'interaction directe avec les grands groupes capitalistes, et au contraire être fondée sur une interaction entre les chercheurs et la population, de manière à ce que ces chercheurs soient directement, en quelque sorte, à la fois sur la pression, sur le contrôle, mais aussi sur la demande des besoins de la population. Donc je pense que sous cet angle-là, ce programme reste dans son esprit général, son orientation générale, mais même dans certaines de ses articulations particulières, tout à fait actuelles. Alors, je pense qu'il est assez facile de répondre à cette question, au moins dans ces grandes lignes. Il suffit pour cela, en quelque sorte, d'inverser les différentes causes qui ont conduit à la situation catastrophique dans laquelle nous sommes. Alors, première cause, c'est que la pandémie dont nous subissons aujourd'hui les conséquences a été produite, je le rappelais tout à l'heure, par la manière dont l'économie capitaliste, donc via l'élevage extensif, l'industrie extractive, bon, je ne reviens pas au détail de la chose, détruit des milieux naturels. Donc, je dirais, la mesure la plus radicale qu'il s'agira de prendre, c'est de mettre fin à ces pratiques destructrices, c'est-à-dire les interdire purement et simplement, et par conséquent de limiter l'activité économique à ce qui est strictement nécessaire à la satisfaction des besoins les plus essentiels de la population, des besoins humains les plus essentiels.
Deuxième chose, c'est que cette pandémie s'est répandue, elle s'est répandue même comme une traînée de poudre. En quelques semaines, elle a fait littéralement le tour de la planète, du fait évidemment de l'extension et de l'intensification des échanges économiques transnationaux. Donc, conséquence, c'est un argument en faveur d'une relocalisation des productions, en faveur du fait de situer les unités de production le plus près possible des populations dont il s'agit de satisfaire les besoins. Troisième lieu, c'est que cette pandémie n'a pas été anticipée. Elle n'a pas été anticipée alors que des signaux d'alerte avaient été actionnés. Je l'ai signalé aussi précédemment. Il y avait eu, suite à des pandémies antérieures, des épidémiologistes disant qu'on allait, du fait précisément des empiètements grandissant sur les milieux naturels, on allait vers des pandémies de ce type-là. Des recherches ont été entreprises pour tenter de mettre au point des vaccins efficaces contre ce type de virus. Ces recherches n'ont pas été poursuivies, elles ont même été abandonnées pour ça. Et on a payé aujourd'hui les prix cassés. Ce qu'il faut en déduire comme conséquence, c'est qu'il est urgent, absolument urgent, et cela a été fait tout simplement parce que ces recherches n'étaient pas rentables. Et les gouvernants s'en sont désintéressés en disant c'est pas notre affaire, c'est l'affaire des grands groupes pharmaceutiques. On a bien vu que les grands groupes pharmaceutiques se sont complètement désintéressés de la chose. Donc il est absolument urgent de mettre la recherche scientifique en situation d'être totalement indépendante et de ces groupes en question, qu'il s'agit d'ailleurs purement et simplement de soumettre à la puissance publique pour les faire produire ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins sanitaires des populations, et mettre également la même recherche scientifique à l'abri des pressions politiques. Et c'est pour ça que je plaidais en faveur de la mise au point d'agences dans lesquelles les chercheurs soient en dialogue avec la société civile. Et enfin, cette pandémie n'a pas été enrayée, mais elle n'a absolument pas été enrayée du fait évidemment de l'impréparation, même pire, du fait d'un certain nombre de décisions totalement aberrantes, de destruction de stocks de masques, d'abandon d'unités de production de matériel sanitaire remis à des groupes étrangers qui les ont laissés tomber. Donc, c'est un plaidoyer en faveur du fait de reconstituer des branches industrielles sous la puissance publique de production de matériel, de médicaments, etc. Plus généralement, bien évidemment, c'est un plaidoyer en faveur du fait de reconstituer un secteur sanitaire public puissant, centré autour de l'hôpital, ce qui implique l'annulation de la dette des hôpitaux, la réouverture des établissements qui ont été fermés, des services qui ont été fermés dans les établissements, l'embauche de personnel soignant à toutes les hiérarchies de la qualification de ces personnels, accompagné de mesures de revalorisation de leur traitement. Voilà. Et ce faisant, évidemment, on voit bien que tout cela ne sera possible que moyennant des mobilisations collectives et moyennant aussi la formation et le développement de forces politiques capables d'articuler et de réaliser un pareil programme, de la même manière que le programme du CNR n'a été réalisé que grâce au mouvement de grève qui ont accompagné la libération et à l'exercice des responsabilités gouvernementales de la part de formations politiques qui représentaient la grande masse des salariés. Alors, je pense que ce serait une illusion. L'État n'est jamais un arbitre. L'État est un rapport social, ou peut-être la matérialisation sous forme d'une multiplicité d'appareils, de rapports sociaux, qui sont des rapports de force. Les différents objectifs que j'ai présentés pour être ceux, devoir être ceux d'une mobilisation collective,
sont des objectifs que l'on ne pourra pas atteindre ou qu'il serait illusoire de croire pouvoir atteindre uniquement en votant pour la bonne personne ou les bonnes personnes. On a quand même eu, et y compris dans l'expérience historique la plus récente, l'exemple, je fais évidemment référence à ce qui s'est produit en France dans les années 80, mais la chose s'est produite multiples fois en d'autres temps et en d'autres lieux. De responsables politiques élus sous la pression populaire avec les porteurs en principe de l'espoir politique dans le sens des intérêts populaires et qui finissent par tourner le cadre et dicter des politiques exactement inverses. Il peut être nécessaire de procéder à l'élection de bons dirigeants, mais ces dirigeants ne seront jamais aussi bons que si les mobilisations populaires parviennent à contrebalancer, et plus que contrebalancer, c'est-à-dire surmonter les pressions dont ces gouvernants feront l'objet de la part des dominants, lesquels disposent de multiples manières de faire pression sur les gouvernants. Ils le font en tant qu'ils en sont les financiers, c'est eux qui actionnent le crédit public. Ils le font en tant qu'ils disposent de puissants moyens médiatiques dont ils sont les propriétaires. Ils le font à travers les relais dont ils disposent de la haute administration, qui sont peuplés de gens issus de leur propre sérail, etc. Ce n'est qu'à travers une mobilisation populaire constante, articulée sur des organisations, articulée aussi sur des structures de contre-pouvoir dans les entreprises, en dehors des entreprises, que cette pression peut être organisée et qu'elle aboutira, le cas échéant, à contraindre le gouvernement élu à pratiquer la politique sur laquelle il s'est éventuellement fait élire. Voilà. Sans cela, je dirais, si on laisse l'arme au pied ou même sans arme du tout, non. Je dirais, il faut qu'il y ait une dynamique de lutte à la base et de construction de pouvoir populaire, de contre-pouvoir à la base, pour que, éventuellement, le sommet étatique se trouve activé, pourrait-on dire, dans le bon sens, sans quoi on ne tiendra rien.